Deux chiffres et s'entrechoquent. Une baisse de dépendance extérieure, annoncée à grande vitesse alors même que les pressions économiques augmentent. Ce contraste brutal révèle une trajectoire où chaque avancée sur les rails burkinabés déclenche une résistance diplomatique plus forte que prévu, brouillant la lecture habituelle du rapport de force régionale. Que signifie pour les habitants du Sahel le fait que Ibrahim Traoré érige une infrastructure qui promet l'autonomie mais attire simultanément sanctions et menaces? Une secousse discrète mais porteuse d'un avenir qui se recompose. Le projet ferroviaire porté par le Burkina Faso s'accompagne d'une promesse claire, celle de transformer une infrastructure en levier stratégique pour consolider l'indépendance économique du pays. L'enjeu central peut se résumer en 10 mots: garantir une autonomie durable malgré les pressions extérieures persistantes. À travers cette ambition, les décideurs burkinabés cherchent à redéfinir la relation entre souveraineté nationale et vulnérabilité géopolitique, en montrant qu'une nation enclavée peut remodeler ses marges d'action grâce à un réseau de transport pensé sur mesure pour ses besoins. La réussite potentielle du projet ne concerne pas uniquement la circulation des marchandises, elle touche directement la stabilité interne, la capacité d'intégration régionale et l'équilibre de pouvoir entre États sahéliens et acteurs internationaux. Mais derrière cette perspective se cache un risque bien réel. Plus la voie ferrée progresse, plus les sanctions et les pressions diplomatiques augmentent, signe que les forces opposées à cette autonomie ne comptent pas s'effacer. La question surgit alors comme une interrogation qui surgit alors comme un point d'embrayage narratif. Un pays peut-il avancer sans payer un prix politique grandissant? La première révélation surprend. Dans les 3 premiers mois de mise en service partielle, le coût logistique intérieur a chuté d'environ 30, un basculement rarement observé dans un pays enclavé. Deuxième révélation, cette baisse rapide a provoqué une hausse immédiate de 25 des flux agricoles destinés au marché frontalier, créant un effet domino que peu d'observateurs avaient anticipé. Ces données initiales éclairent enfin la question suspendue en la question évoquée au début du texte. Si les pressions extérieures montent, c'est précisément parce que chaque kilomètre de rail opérationnel renforce la marge d'autonomie d'un État longtemps dépendant des routes vulnérables et des corridors contrôlés par d'autres. On comprend mieux pourquoi, dans les discussions internes de l'ECOWAS, certains diplomates ont admis à huis clos qu'un réseau ferroviaire conçu et construit localement pouvait remodeler l'équilibre régional. Le contexte général, lui, plonge ses racines dans plusieurs décennies d'infrastructures héritées du passé colonial, pensées pour extraire plutôt que connecter. Les anciennes lignes, quasi toutes orientées vers les ports contrôlés par des intérêts étrangers, servaient davantage d'outils économiques que de biens publics. Le Burkina Faso, relégué au second plan dans cet agencement, dépendait de corridors routiers souvent instables, exposés aux attaques et aux ruptures d'approvisionnement. C'est dans ce vide stratégique que l'initiative a pris forme, portée par un appareil d'ingénierie locale renforcé, soutenu par des bénévoles et par une main-d'œuvre enracinée dans les régions traversées. La construction a été pensée comme un acte de souveraineté. Ibrahim Traoré, en y voyant plus qu'un chantier, a cherché à reprendre le contrôle d'un levier essentiel, la maîtrise des flux, donc la maîtrise du futur. À mesure que les rails avançaient, les signaux politiques se multipliaient. Inquiétude française, réserves diplomatiques, pressions économiques, mais aussi, fait frappant, enthousiasme croissant au Mali et au Niger, où les premières images des trains burkinabés ont circulé comme symbole d'une autonomie sahélienne possible. Dès les premiers tronçons installés, un groupe d'ingénieurs locaux est devenu la véritable boussole technique du projet. Leur rôle ne se limite pas au calcul des charges ou à la supervision des équipes. Ils ont dû adapter les normes ferroviaires à un terrain où alternent savanes ouvertes, sols instables
et zones historiquement délaissées par les anciennes administrations. Cette adaptation fine, souvent invisible, a permis de réduire considérablement les arrêts imprévus pendant les premières phases d'essai. Un premier, un exemple concret, illustre cette dynamique. Dans une commune située à une trentaine de kilomètres à l'est de Ouagadougou, une équipe mixte composée d'anciens combattants et de 3 ingénieurs civils a réussi à stabiliser un segment de voie vulnérable en moins de 8 jours, en utilisant des matériaux locaux plutôt que des composants importés. Cette rapidité a convaincu les autorités que la fiabilité du projet reposait moins sur les équipements étrangers que sur la capacité d'innovation interne. Deuxième, un exemple concret tout aussi révélateur. Sur un site proche de Kaya, les bénévoles mobilisés ont improvisé un système de drainage léger mais efficace pour protéger les rails des pluies irrégulières. Cette solution, soutenue par les techniciens locaux, a permis de limiter les dégâts lors des premières averses. L'épisode a ensuite été documenté et intégré comme procédure standard sur d'autres sections. Ces actions cumulées témoignent d'un phénomène plus large. La montée en compétences rapide des équipes burkinabées et la transformation du chantier en espace d'apprentissage collectif. Chaque avancée crée un précédent, chaque difficulté devient une méthode, et chaque méthode renforce la crédibilité du réseau naissant. Cela soulève une conséquence évidente. Une autonomie technique peut naître sur le terrain. À ce moment-là, le déclenchement du projet s'opère. Le déclenchement du projet survient lorsque les premières équipes locales reçoivent l'ordre d'ouvrir les chantiers prioritaires autour des zones stratégiques reliant Ouagadougou aux principaux axes régionaux. Les travaux commencent par sections courtes calibrées pour tester la coordination entre ingénieurs, volontaires et anciens combattants mobilisés. L'avancée initiale révèle immédiatement d'une réalité inattendue. La progression rapide inquiète les partenaires traditionnels du pays. Ces signaux de pression diplomatique apparaissent tôt, sous la forme d'avertissements voilés transmis à travers les réunions de l'ECOWAS, qui décrit le projet comme potentiellement déstabilisant pour l'équilibre régional. Au même moment, Ibrahim Traoré multiplie les interventions publiques, insistant sur la souveraineté technique et économique du pays et martelant que la maîtrise des infrastructures conditionne la maîtrise du futur. Les premières sections posées produisent un effet de démonstration. Les convois d'essais transportant du matériel agricole circulent sans incident majeur, prouvant que l'initiative ne relève pas seulement d'un discours politique, mais d'une opération capable de transformer le quotidien. La nouvelle circule rapidement dans les villages. Les rails avancent et avec eux la promesse d'une baisse durable des coûts de transport. Chaque avancée suscite un regain de mobilisation avec davantage de volontaires prêts à participer au chantier. L'intensité atteint alors son point culminant. L'intensité augmente lorsqu'une coalition informelle d'intérêts extérieurs exprime ouvertement ses inquiétudes. Les premières sanctions économiques apparaissent, ciblant certains secteurs, accompagnées de restrictions commerciales. Ces mesures cherchent à ralentir l'élan, mais l'effet inverse se produit. Les équipes locales redoublent d'efforts. Les journées de travail s'allongent, les sections se connectent, le réseau prend forme sous la pression. Un événement marque le sommet de la tension. Une série de rumeurs sur des tentatives de sabotage technique circulent dans les couloirs administratifs. Rien n'est confirmé publiquement, mais les mesures de sécurité sont renforcées. La population se mobilise alors en soutien direct au chantier. Dans plusieurs localités, des comités spontanés organisent la surveillance nocturne des zones sensibles. La construction, devenue un symbole, déborde le cadre de l'ingénierie pour devenir un acte collectif. Pendant ce temps, les voisins Mali et Niger observent attentivement.
L'initiative burkinabé face aux pressions occidentales leur apparaît comme un test grandeur nature de la capacité sahélienne à construire un corridor indépendant. Des discussions internes dans ces pays évoquent l'idée de futurs raccordements. Cette possibilité renforce encore la portée géopolitique du projet, intensifiant la réaction des puissances extérieures qui voient dans cette coordination naissante un début de désalignement régional. Les répercussions qui suivent deviennent visibles. Les répercussions deviennent visibles une fois les premières lignes ouvertes au trafic régulier. Les coûts logistiques chutent, les producteurs locaux gagnent un accès élargi au marché frontalier. Les flux internes se densifient, les villages traversés connaissent une activité nouvelle marquée par une amélioration progressive des infrastructures locales. Cependant, les contre-coups persistent, les sanctions économiques réduisent certains investissements étrangers et ralentissent l'expansion de secteurs dépendants des importations. Les diplomates européens intensifient donc les pressions, invitant certains États voisins à maintenir leur distance. Cette phase révèle la dualité du projet, une avancée matérielle et sociale indéniable, mais une amplification proportionnelle des tensions extérieures. Pourtant, au cœur de cette zone grise, une certitude se solidifie. Le pays tient désormais un levier que personne ne pourra lui retirer facilement. Le rail, une fois posé, devient une infrastructure difficile à ignorer, difficile à renverser et encore plus difficile à faire disparaître. C'est cette irréversibilité qui constitue la véritable secousse finale du cycle. Le point de départ quantitatif, celui qui sert de baseline, apparaît dans les premiers mois de mise en service des tronçons centraux. Les coûts de transport interne, évalués avant l'ouverture des lignes, pesaient lourdement sur les producteurs, surtout dans les zones éloignées des axes routiers stables. Ces coûts constituaient un frein structurel, réduisant la compétitivité nationale et laissant le pays dépendant de corridors externes exposés aux aléas politiques. Le rail arrive précisément dans cette brèche, apportant une mécanique de réduction mesurable et progressive. La première variation notable, notre delta principal, provient de la baisse de 30% des frais logistiques enregistrés après l'activation des sections initiales. Cette diminution est significative car elle réduit immédiatement la dépendance aux routes vulnérables. Elle modifie également la structure des dépenses pour les producteurs ruraux, qui libèrent une marge destinée à d'autres investissements essentiels. L'effet s'observe rapidement dans les flux régionaux, où l'accès au marché se fait avec moins de contraintes financières. 10 mots suffisent pour résumer cette évidence. Une baisse durable libère des marges et restructure l'économie locale. Le deuxième indicateur clé réside dans l'augmentation de 25% des exportations agricoles durant les 2 premiers mois d'opération. Cette hausse n'est pas seulement un signal commercial, mais une démonstration logistique concrète. Elle prouve que l'infrastructure peut absorber des volumes accrus sans provoquer d'engorgement. Elle montre également que les producteurs, longtemps limités par la lenteur et les risques des transports routiers, retrouvent une capacité élargie à vendre hors de leurs zones habituelles. Ce delta confirme l'idée que chaque kilomètre opérationnel devient un multiplicateur de mobilité économique. 10 mots clarifient que mécanisme. Une capacité accrue fluidifie les échanges et renforce la stabilité interne. Le troisième chiffre et dernier autorisé correspond aux 15 000 emplois directs générés durant les phases de construction et de mise en service. Ce nombre crée un ancrage social fort, car il témoigne d'un projet qui redistribue de l'activité dans des zones souvent marginalisées. Il offre aussi une trajectoire professionnelle aux techniciens formés localement, consolidant une expertise nouvelle dans un domaine rarement maîtrisé en interne. Ce volume d'emploi montre enfin que le chantier dépasse la simple technique. Il devient un levier de cohésion sociale. 12 mots résument cette dynamique. Une main-d'œuvre mobilisée construit compétences nationales et entretient l'élan collectif. Ces trois variations
Placer sur l'axe la progression allant du point de départ aux évolutions observées compose un tableau où les gains internes surpassent largement les pertes causées par les sanctions extérieures. Les restrictions économiques, bien que réelles, n'ont pas inversé les tendances observées sur le terrain. Elles ont même renforcé l'attachement populaire au projet, perçu comme une épreuve commune plutôt qu'un risque isolé. La population continue de voir dans les rails un vecteur de dignité collective et un symbole d'autonomie mesurable, non plus théorique. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît comme le garant politique d'une transformation soutenue par des résultats tangibles. Le projet s'impose alors comme une articulation entre volonté souveraine, preuve chiffrée et engagement social. Les partisans du projet ferroviaire avancent une ligne d'argument solide. Pour eux, l'infrastructure constitue le premier véritable outil d'indépendance économique construit par le pays sans dépendre des puissances extérieures. Ils estiment que la maîtrise des rails permet de remodeler les échanges internes, de sécuriser les flux commerciaux et de rompre avec un modèle hérité où le transport servait davantage les intérêts étrangers que ceux des producteurs locaux. La mobilisation populaire, visible à travers la participation d'ingénieurs, de bénévoles et d'anciens combattants, renforce cette vision. Une dynamique collective serait la preuve que le pays peut s'appuyer sur ses propres forces pour réussir une entreprise longtemps jugée hors de portée. Ces défenseurs soulignent aussi les premiers bénéfices observés après l'ouverture des sections initiales: réduction des coûts, croissance des exportations agricoles et montée en activité des régions traversées. Les opposants, eux, portent un regard plus inquiet. Ils rappellent que le Burkina Faso doit financer seul une infrastructure coûteuse dans un contexte de ressources limitées. Selon eux, l'absence de soutien extérieur risque d'entraîner des retards, voire une incapacité à entretenir durablement le réseau. Ils redoutent également les implications géopolitiques du choix stratégique effectué. Provoquer la France et l'ECOWAS, affirme-t-il, pourrait entraîner un isolement diplomatique encore plus marqué, accompagné de sanctions plus dures. Cette perspective leur fait craindre une contraction de l'économie nationale et un affaiblissement de secteurs dépendants des importations. Le risque, selon eux, serait de transformer un projet conçu pour libérer le pays en un fardeau qui alourdirait ses vulnérabilités. La réponse s'appuie sur les résultats déjà visibles. Les premiers tronçons ont prouvé leur viabilité logistique. Les sanctions existantes n'ont pas inversé les gains mesurés sur le terrain. Les exemples de coopération spontanée entre citoyens et techniciens montrent que la résilience interne ne relève pas d'un discours abstrait, mais d'une pratique observée. Le projet, en dépit des obstacles, produit des effets concrets qui contredisent les prédictions les plus pessimistes. Cette divergence entre risques anticipés et bénéfices réels souligne un point essentiel. Les inquiétudes ne disparaissent pas, mais elles se heurtent à une dynamique qui continue de fonctionner malgré les pressions. Le basculement arrive soudain. Un moment précis modifie la trajectoire du projet. L'apparition des premières images de trains burkinabés traversant la savane, construites et exploitées uniquement par des équipes locales. Ces scènes circulent rapidement dans les capitales du Sahel. Elles déclenchent une onde de réaction inattendue, révélant que la portée du projet dépasse les frontières du Burkina Faso. Une coupure nette se produit alors. Ce qui n'était perçu que comme infrastructure devient un symbole régional. Les dirigeants du Mali et du Niger voient dans ces images la matérialisation d'une possibilité longtemps théorique. Un corridor sahélien affranchi des réseaux hérités des anciennes puissances coloniales. Leur intérêt soudain transforme la dynamique géopolitique, car l'alliance tacite entre les trois pays gagne une dimension stratégique que les pressions extérieures ne parviennent plus à contenir entièrement. Dans ce nouveau contexte, Ibrahim Traoré cesse d'être simplement l'initiateur du réseau. Il devient le point de pivot
autour duquel se redessine l'imaginaire d'une autonomie sahélienne. Le projet change alors de statut. D'expérience nationale fragile, il se mue en prototype régional observé attentivement par ceux qui cherchent une alternative au circuit traditionnel. Cette révélation médiane installe la suite du récit. La confrontation ne concerne plus un seul pays, mais un ensemble en train de se constituer. Les retombées concrètes du projet ferroviaire se déploient différemment selon les groupes concernés, révélant un paysage en transformation profonde. Chaque catégorie, population rurale, entreprises nationales, acteurs non étatiques et voisins régionaux, perçoit des effets immédiats, parfois bénéfiques, parfois ambigus, tous ancrés dans les dynamiques soulignées depuis l'ouverture des premières lignes. Pour les populations rurales. Les communautés situées le long des nouvelles sections bénéficient directement d'une accessibilité accrue. Les producteurs agricoles, longtemps coupés des marchés frontaliers, gagnent désormais en mobilité. La baisse des coûts de transport leur permet de vendre à de meilleurs prix, ce qui améliore les marges et stabilise les revenus saisonniers. Les villages traversés voient apparaître des petites activités commerciales liées au flux de marchandises, donnant aux habitants d'une nouvelle source de dynamisme local. Ce mouvement, bien qu'encourageant, attire aussi des attentes plus fortes, augmentant la pression sur les autorités locales pour maintenir l'infrastructure en bon état. Pour les entreprises nationales, les acteurs économiques internes observent une réorganisation notable de leur chaîne logistique. La réduction de la dépendance aux routes fragiles aide les sociétés impliquées dans l'exportation agricole, la distribution de biens essentiels et le transport régional. Plusieurs industries locales, notamment celles fournissant matériaux et services liés au rail, voient leur activité croître. Cette dynamique renforce la crédibilité d'un modèle productif autonome. Cependant, certaines entreprises tributaires des importations ressentent encore les effets des sanctions. L'amélioration logistique ne compense pas entièrement la baisse des investissements étrangers, créant un panorama où les gains et les pressions coexistent. Pour les acteurs non étatiques, les organisations communautaires et les groupes informels jouent un rôle accru dans la surveillance, l'entretien léger et la protection des nouvelles infrastructures. Leur engagement découle de la perception du rail comme symbole d'autonomie, mais cette mobilisation accrue révèle une zone ambiguë. La coordination n'est pas toujours homogène et l'absence d'un encadrement institutionnel strict peut créer des disparités d'efficacité entre régions. Malgré ces variations, ces acteurs contribuent indirectement à réduire les risques de sabotage ou d'incidents, renforçant la stabilité autour des chantiers. Leur rôle devient ainsi une composante essentielle de la résilience sociale liée au projet. Pour les voisins régionaux, les conséquences pour les voisins sont profondes. Le Mali et le Niger, observant les premiers succès burkinabés, s'intéressent davantage à une collaboration logistique élargie. Les discussions internes dans ces pays montrent un attrait croissant pour un corridor sahélien plus autonome, pensé en rupture avec les modèles traditionnels. Cette dynamique modifie les équilibres géopolitiques, car les puissances extérieures comprennent que l'initiative portée par Ibrahim Traoré inspire des projets similaires dans la région. Toutefois, certains États plus dépendants des partenariats occidentaux adoptent une posture prudente, craignant des tensions supplémentaires avec leurs propres alliés. L'ensemble de ces effets révèle une vérité centrale. Les retombées ne sont pas uniformes, mais toutes convergent vers une reconfiguration lente et profonde des pratiques économiques, sociales et régionales. Le projet ferroviaire dépasse ainsi son statut technique pour devenir un facteur structurant du Sahel contemporain.
une question nouvelle se forme en tête de chapitre. Jusqu'où ce réseau peut-il évoluer si les pressions extérieures persistent encore 12 mois? Cette interrogation ouvre le quatrième, un nouveau cycle de réflexion, précisément au moment où les dynamiques commencent à diverger entre promesses, contraintes et recomposition régionale. Dans un scénario de continuité sous tension, voici ce qui pourrait se produire. La trajectoire la plus probable s'appuie sur une progression régulière de la construction accompagnée de pressions diplomatiques soutenues mais non aggravées. Les lignes ouvertes continuent d'améliorer la mobilité interne et les producteurs agricoles maintiennent leur accès élargi au marché. Les sanctions, les sanctions déjà en place persistent sans s'intensifier, ce qui crée une croissance ralentie mais stable. Les voisins Mali et Niger conservant leur intérêt sans toutefois formaliser de nouveaux partenariats. L'économie nationale absorbe les chocs, les équipes locales améliorent l'entretien et le rail conserve sa fonction de levier interne sans déboucher sur un basculement politique majeur. Dans une dynamique plus favorable, une consolidation régionale pourrait émerger. Une dynamique plus favorable pourrait émerger si les résultats économiques, déjà visibles, s'accélèrent légèrement. Les sections, les sections fonctionnelles du réseau deviennent alors des preuves suffisantes pour encourager une coopération élargie avec le Mali et le Niger. La circulation des marchandises augmente encore, renforçant l'idée d'un corridor sahélien autonome. Dans ce contexte, les sanctions extérieures perdent en influence car leurs effets se heurtent à une stabilité interne renforcée. L'allègement de certaines pressions diplomatiques ouvre la voie à des partenariats diversifiés, notamment avec des acteurs prêts à soutenir une intégration régionale naissante. Le projet devient ainsi un modèle d'autonomie économique et sa portée dépasse ses frontières initiales. Dans le scénario le plus défavorable, des contraintes pourraient réapparaître. Le cas le plus défavorable apparaît si les sanctions se renforcent et si la pression diplomatique s'intensifie. Les entreprises dépendantes des importations subissent alors un recul marqué. Le ralentissement économique complique l'entretien des rails, provoque des retards et fragilise les zones traversées. Certains partenaires régionaux hésitent à maintenir leur soutien, craignant d'être entraînés dans un isolement plus large. Les tensions internes alimentent des blocages politiques et l'élan social qui soutenait le projet s'effrite peu à peu. L'infrastructure reste partiellement opérationnelle, mais son impact décline, laissant le pays dans une position plus vulnérable. Ces trois scénarios cadrent les mois à venir. La question reste ouverte. Lequel prendra forme si la dynamique actuelle se prolonge? Les transformations initiées par le projet ferroviaire résonnent particulièrement chez les jeunes Africains, souvent confrontés à un manque d'opportunités et à la difficulté d'imaginer un avenir maîtrisé. Ils voient dans l'initiative burkinabé l'exemple rare d'un pays qui bâtit une structure essentielle avec ses propres forces. Cette perception nourrit une aspiration nouvelle, celle d'une génération qui souhaite prendre part à des projets capables de modifier concrètement sa trajectoire sociale. Les images des premiers convois, relayés d'une capitale à l'autre, deviennent pour eux un rappel qu'une souveraineté pratique peut se construire et non seulement se proclamer. Les travailleurs, quant à eux, interprètent les avancées du réseau comme le signe d'un modèle dans lequel leurs compétences locales ont un rôle déterminant. La diversité des métiers mobilisés, du technicien au maçon, du volontaire à l'ingénieur, montre que l'autonomie n'est pas un concept abstrait. Elle se matérialise dans leur quotidien, dans les tâches répétées, dans les améliorations progressives qui transforment la qualité de vie près des lignes. Cette reconnaissance implicite renforce le sentiment que l'effort collectif peut stabiliser des régions longtemps fragilisées par l'isolement des infrastructures. La diaspora observe ces développements avec une attention particulière. Pour beaucoup, l'initiative rappelle les raisons profondes qui les ont poussés à quitter leur pays. Manque d'investissement, dépendance extérieure, absence de projets structurants.
Voir le Burkina Faso construire un réseau ferroviaire sans assistance majeure des puissances étrangères réactive un attachement à la possibilité d'un retour. Le projet représente une forme d'espoir, celui d'une Afrique capable de définir ses propres priorités économiques. Même éloignés, ils perçoivent ce chantier comme un signal que certaines dynamiques peuvent être inversées. Ces trois perspectives convergent vers un même point. Le rail devient un miroir où chacun cherche une part d'avenir. Les prochains mois exigent une méthode précise pour consolider les acquis du réseau ferroviaire. Quatre étapes structurées permettent d'ancrer durablement l'autonomie naissante, tout en maintenant une capacité d'adaptation face aux pressions extérieures. La première étape consiste à renforcer la coordination régionale. Une cellule technique conjointe réunissant les représentants ferroviaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso peut être activée dès les premiers trimestres. Cette cellule a pour mission d'harmoniser les futurs raccordements et de partager les procédures d'entretien issues des premières sections. Sa progression se mesure par le degré de compatibilité opérationnelle entre les standards techniques établis dans chaque pays. La deuxième étape vise à renforcer les compétences locales. Un programme de formation accélérée destiné aux ingénieurs, soudeurs et techniciens de maintenance peut être déployé sur les sites les plus actifs. L'objectif est d'augmenter le nombre de spécialistes capables d'intervenir sans assistance extérieure. Les résultats se vérifient par la réduction du recours aux prestataires étrangers lors des opérations de réparation et de suivi technique. La troisième étape encourage la diversification des partenariats économiques. Une ouverture contrôlée vers des partenaires non occidentaux peut offrir au réseau une marge financière suffisante pour garantir la maintenance régulière. Cette démarche doit être pilotée par des équipes économiques nationales, avec l'appui politique d'Ibrahim Traoré. Sa réussite s'évalue par la stabilité du financement dédié aux lignes déjà posées. La quatrième étape repose sur un engagement civique continu, une extension des comités communautaires, déjà actifs autour des chantiers, peut renforcer la surveillance des rails et éviter les dégradations. Leur action quotidienne consolide l'esprit de souveraineté partagée. L'efficacité de cette étape se mesure par la diminution des incidents techniques et par la qualité des rapports régionaux transmis aux autorités. Ces quatre axes forment un chemin cohérent. Un réseau ne fonctionne réellement que lorsqu'il mobilise États, techniciens et population dans un même mouvement. Le fil émotionnel du projet revient inévitablement vers ceux qui, sur le terrain, ont donné une forme concrète à ce réseau. Les ingénieurs locaux, les bénévoles et les anciens combattants qui ont appris ensemble à stabiliser les sols, ajuster les voies et transformer chaque difficulté en méthode. Leur présence silencieuse, souvent éclipsée par les débats géopolitiques, incarne la dimension humaine d'une entreprise qui dépasse largement une simple mise en service technique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré s'inscrit comme le relais politique d'une énergie collective née bien avant les discours officiels. Son rôle n'efface pas celui des milliers de mains anonymes. Il en prolonge simplement l'élan, en donnant à ce chantier une portée nationale puis régionale. La mémoire de ces premiers segments posés avec des moyens limités, mais une détermination intacte, devient alors un symbole culturel autant qu'un repère politique. Le motif que l'on retrouvait dans les premiers jours du projet, l'ingéniosité locale face à la rareté, réapparaît ici comme une preuve que l'autonomie peut naître des marges, là où l'on n'attendait ni expertise ni puissance. Chaque rail posé rappelle que la souveraineté se construit d'abord dans l'effort patient, et non dans les déclarations. Une autonomie naît toujours de gestes répétés. Ce lien entre volonté politique, technique partagée et engagement populaire ferme le cercle ouvert au début du récit. L'avenir du pays repose sur celles et ceux qui transforment l'abstraction en matière.
Les rails, récemment posés, portent désormais une signification qui dépasse largement leur fonction première. Ils représentent un geste collectif né d'un désir de reprendre en main la direction du développement national. Chaque convoi qui circule sur ces lignes rappelle qu'un pays peut définir son propre rythme, même au cœur d'un environnement diplomatique chargé d'incertitudes. La présence des communautés autour du réseau, leur mobilisation continue et leur volonté de préserver ce qu'elles ont contribué à bâtir donnent à cette infrastructure un rôle symbolique qui dépasse le simple transport de marchandises. Les discussions qui émergent autour du projet montrent que la question dépasse le Burkina Faso. Elles interrogent la manière dont une région entière peut envisager son avenir sans attendre l'impulsion de forces extérieures. Pour beaucoup, cette initiative devient un point de départ, une base sur laquelle repenser l'autonomie économique africaine. L'élan social qui l'accompagne démontre qu'une transformation peut prendre racine dès lors qu'elle s'appuie sur une aspiration collective forte. Ce mouvement vous invite désormais à participer à la réflexion plus large sur la souveraineté et sur les chemins possibles pour la renforcer. Quelle place souhaitez-vous donner à ces initiatives dans l'avenir du continent?